Allons commencer. Je m'appelle Jess Iser Farina et je travaille au sein de l'hôpital et du programme Kid Sig. Bonjour, je m'appelle Carla Wenzil et je travaille également au sein de l'hôpital de Sig Charlène. Je suis infirmière praticienne spécialisée. Quant à moi, je suis Jasmine Eliav et pédopsychologue, clinicienne agréée. Donc, afin que nous puissions commencer, j'aimerais prévenir les personnes qui souhaitent nous écouter en français et leur demander de cliquer en bas à gauche de leur écran pour choisir le canal français, la langue française. Si vous voulez suivre la présentation en anglais, cliquez sur l'onglet présentation en haut à gauche de votre écran. Et si vous voulez télécharger et suivre le document en français, cliquez sur le document en français, cliquez sur l'icône document à droite de votre écran et téléchargez le document en français. N'hésitez pas à le télécharger dans les deux langues d'ailleurs. Et si vous souhaitez nous poser des questions auxquelles nous répondrons à la fin, dans les 5 dernières minutes de ce webinaire, n'hésitez pas à cliquer sur l'icône messagerie et partager vos questions. Et si vous faites partie d'un groupe, et vous nous suivez depuis un groupe, s'il vous plaît, indiquez combien de personnes composent votre groupe. Donc aujourd'hui, nous allons parler des aspects médicaux et psychologiques du soutien aux victimes de la traite de personnes. Donc je vais parler un peu de certaines études de cas que nous avons vues depuis un point de vue médical et psychologique lorsque nous travaillons avec cette population. Donc voici un véritable cas que nous avons eu et avec qui nous avons travaillé. Donc rapidement, nous avons travaillé. Donc rapidement, je vais vous présenter cette jeune fille de 15 ans. Je l'ai vue, je crois, un samedi après-midi. Elle est venue aux urgences pour des douleurs et des nausées qu'elle avait depuis plus d'un mois, des douleurs abdominales. Donc nous avons réalisé une évaluation au sein de AIDS avec un dépistage et nous avons cherché à obtenir plus d'informations sur sa situation sociale. Donc elle allait à l'école, elle ne fréquentait pas trop l'école, pardon, elle fumait, elle était sexuellement active, autant avec des hommes et des femmes, et les résultats des tests de dépistage de MST et de VIH ont été négatifs. Elle a été agressée sexuellement par un inconnu il y a à peu près 3 jours, et puis l'agression sexuelle, et donc lorsque nous l'avons vue aux urgences, elle était avec une amie. Et c'est là que le programme SCAN a été appelé. Donc lorsque je l'ai vue, j'ai obtenu quelques antécédents médicaux supplémentaires. Elle avait des situations de dépression et d'anxiété. Elle a eu plusieurs grossesses qui se sont terminées par des fausses couches à ce moment-là. Elle n'utilisait aucune méthode de contraception à ce moment-là. Elle a eu plusieurs partenaires sexuels, hommes et femmes, comme je le mentionnais précédemment, des rapports sexuels en échange d'argent et de drogue, et des douleurs et crampes abdominales basses avec des nausées, vomissements depuis plusieurs semaines et une fièvre intermittente. Maintenant, ce qui concerne les antécédents sociaux, elle est pupille de la Couronne. Elle a vécu dans différents foyers de groupe et des centres de traitement de jeunes. Elle a une toxicomanie quotidienne assez importante, notamment de cannabis et de Xanax et d'alcool, même si ce jour-là, elle me disait qu'elle utilisait n'importe quelle de substance auquel elle avait accès. Elle n'allait pas très souvent à l'école, même si elle y était inscrite, et elle était en situation d'échec. Donc, mon idée aujourd'hui, à ce moment-là, c'est de réaliser une évaluation du programme SCAN avec des dépistages de MST, de vaccins contre l'hépatite B, dépistage du risque de suicide et également
un aiguillage vers un psychologue scan. J'ai également réalisé des consultations en recommandé des consultations en gynécologie et en médecine des adolescents et une admission pour maladie inflammatoire pelvienne afin de s'assurer que ce n'était pas une maladie qui n'avait pas été traitée et il en a été afin de s'assurer que ce n'était pas une maladie qui n'avait pas été traitée et il en a été détecté une qui a fait qu'elle est restée à l'hôpital pendant 4 jours. Donc, lorsqu'elle a été admise à l'hôpital, elle m'a été envoyée. C'est Jasmine à présent qui parle, Carla, pardon. Et donc, j'ai vu qu'elle l'avait, elle, elle était très vulnérable, jeune. Et dans notre hôpital, nous avons des peluches et elle, lorsqu'elle les a vues, elle en a demandé un. Et donc, elle était présente avec une amie et et elle ne voulait pas que cette amie sorte de la salle. Je pense que cette amie était un peu plus âgée qu'elle et elle a pu partager ses antécédents. Et donc, cette amie nous a parlé de ses antécédents qu'elle a commencé à consommer depuis l'âge de 7 ans. Euh, il y avait également véritablement une idée. Elle nous a donné l'idée également qu'elle ne pouvait pas véritablement parler librement. Elle ne nous a pas dit exactement combien d'agressions sexuelles elle a subies, puisque certaines ont pu avoir lieu pendant des pertes de connaissances. Elle nous a également expliqué qu'elle avait un ami qui l'attendait en bas et qu'elle était inquiète de savoir que euh, il était tout seul. Elle se sentait véritablement sûre de cette relation qu'elle avait avec cette personne. Et quant à son amie qui était présente, elle semblait avoir véritablement les réponses. Maintenant, elle a décrit cette amie, son petit ami en bas, comme quelqu'un qu'elle avait rencontré dans un relais routier en pleine nuit et elle ne comprenait pas pourquoi euh, il s'intéressait à elle parce que elle avait été les hommes se sont servis d'elle par le passé, elle ne comprenait pas bien pourquoi il était si gentil. Donc j'ai compris qu'il y avait un véritable euh, une véritable sensation d'incompréhension en elle. Elle ne comprenait pas bien s'il essayait de l'utiliser ou s'il était sincère. Donc, lorsque nous avons parlé d'entretien psychologique, nous avons et il avait peur, elle avait peur qu'il la est véritablement très gentil avec elle. Il lui a acheté un téléphone, lui a donné les clés de son appartement. Donc elle se demandait si elle se trouvait actuellement dans une relation qui pouvait déboucher sur une relation à long terme ou dans une situation de traite de personnes. Maintenant, la deuxième fois que je l'ai rencontrée, elle décrit un peu plus ses antécédents d'abus sexuels. Elle a parlé de fournisseurs de soins qui étaient intolérants et incrédules à l'époque. Et lorsqu'elle s'est présentée à notre programme SCALM, elle se souvient euh, de comment ça s'était passé. Elle a décrit qu'elle a été prise en charge dès l'âge de 13 ans dans différentes installations, foyers, et puis elle s'est enfuie à 16 ans et a vécu dans la rue. Donc elle a peur que son petit ami la jette dehors si elle a un problème. Et puis elle s'est enfuie à 16 ans et a vécu dans la rue. Donc elle a peur que son petit ami la jette dehors si elle a un problème. Et donc il est important pour elle de maintenir toutes ces informations secret, tout ce qu'elle nous partage. Et ensuite, elle a partagé avec moi l'importance d'être enceinte et d'avoir une famille. Et le problème, c'est que à partir du moment où elle s'imaginait construire une vie avec cet homme qui semble attentionné et qui répondait à ses besoins de base,
était une véritable euh, consolation pour elle. Elle. Je vais maintenant faire une petite pause euh, et changer rapidement de sujet, brièvement de sujet, pour définir ce qu'est exactement la traite de personnes. Peut-être que certaines personnes ont déjà la traite de personnes. Peut-être que certaines personnes ont déjà écouté d'autres présentations sur ce sujet, donc je ne vais pas trop m'étendre sur la définition. Puisque nous allons surtout nous porter sur les aspects médicaux et psychologiques. Mais voici la définition de la traite de personnes qui implique de recruter, de transporter et de loger des personnes ou d'exercer un contrôle ou une influence sur leurs mouvements afin de les exploiter, généralement à des fins sexuelles ou de travail forcé. On décrit souvent la traite de personnes comme une forme moderne d'esclavage. Donc, véritablement, vous voyez qu'il peut y avoir plusieurs objectifs, notamment l'exploitation sexuelle dont nous venons de parler, mais ça peut être également des trafics d'organes, pour ne citer que cela. Donc, maintenant, il y a trois éléments qui permettent des moyens et des objectifs clairs comme la coercition, la duperie, l'abus de pouvoir et l'enlèvement. Et puis, il doit y avoir un objectif, par exemple, tel que l'exploitation sexuelle. Mais cela peut être également d'autres raisons comme la prostitution d'autrui, etc. Maintenant, lorsque nous parlons d'exploitation par le commerce sexuel, il y a plusieurs phases que vous allez retrouver fréquemment. Euh, Nous avons une excellente vidéo que nous espérons partager avec vous aujourd'hui d'ailleurs. Et si vous êtes intéressé par ce sujet, je peux vous envoyer le lien de cette vidéo, puisqu'il s'agit d'une survivante qui parle de son expérience lorsqu'elle a été exploitée. Et elle parle de ces différentes étapes. C'est le terme qu'elle utilise, différentes étapes, c'est le terme qu'elle utilise. Donc nous voyons qu'au début, il y a une étape de leurre où les trafiquants essayent de choisir une cible facile qui pourra ensuite être exploitée. Certains trafiquants essayent de rejoindre des groupes d'amis, par exemple, pour essayer de détecter ces personnes au sein de groupes et donc et de trouver ainsi les personnes qu'elles peuvent facilement, que les trafiquants peuvent facilement exploiter. Ensuite, même si l'individu a été exploité au préalable et que la personne au préalable et que la personne se retrouve dans une nouvelle relation, elle trouve que c'est trop vrai pour être réel et donc elle commence à avoir peur et c'est là que l'on voit qu'elle a eu une expérience de manipulation parce que la personne pensait à un moment que euh, quelqu'un allait me sauver, qu'elle allait avoir une vie parfaite et que quelqu'un d'autre allait résoudre mes problèmes. Et c'est généralement ce que l'on appelle le leurre. Vous savez, lorsque, par exemple, le trafiquant offre des cadeaux, invite à dîner, fait en sorte que la personne se sente unique. Et c'est là que l'on rentre dans l'étape de conditionnement et de jeu. Et que l'ensuite on passe à la coercition et à la manipulation, vous savez, puisque la personne a au préalable promis et mis en place de nombreuses choses, et tout d'un coup, il prend de la distance et par conséquent, la victime voudrait faire en sorte de pouvoir regagner la confiance et retourner dans les bonnes grâces de son trafiquant. Et lorsque des personnes ont des antécédents de traumas complexes comme celui-là, eh bien,
cela on peut voir également, on peut en déduire également qu'il y a eu des cas d'exploitation au préalable. Et de la coercition et la manipulation, on passe donc à l'exploitation qui peut avoir lieu de différentes manières. Lorsque le trafiquant, par exemple, dit... Souvent, nous voyons également que les individus sont toujours... continuent à considérer les trafiquants comme leur petit ami et que c'est le type de relation qu'ils ont et ils sont sûrs qu'à un moment ils vont pouvoir revenir aux premières étapes de leur relation et c'est ce qui fait que les personnes restent dans cette situation parce que croire en cette relation, c'est ce qui fait que les victimes restent bloquées et attrapées dans ce cycle. Et parce que les personnes pensent aussi que rompre le cycle ou ce cercle vicieux serait trop difficile. Donc, la traite de personnes est véritablement très importante et les trafiquants sont généralement très organisés. On peut trouver véritablement acheter des personnes comme on le fait sur Amazon. En tout cas, c'est la vision qu'ont ces trafiquants. Et nous avons ici une définition de la mentalité du proxénète qui va vous donner une idée de comment cela fonctionne et comment cette mentalité fonctionne et est transmise de génération en génération. Donc, tu commences par l'habiller, par penser à sa place, par en faire ta possession. Si toi et ta victime êtes sexuellement actifs, mets un frein à vos rapports. Après avoir couché avec elle, achète-lui quelque chose, par exemple une coupe de cheveux ou une manucure. Elle en viendra se sentir accomplie. Au bout d'un mois, tu remplaces les achats par de l'argent comptant. Vos rapports sexuels deviennent plus rudes. Votre intimité commence alors à lui manquer et elle veut rentrer en bonne grâce. Une fois que tu lui as enlevé toute volonté, elle n'a plus d'amour propre. Proxénète, c'est maintenant le moment de fixer un prix, le prix du produit que tu viens de le prix du produit que tu viens de fabriquer. Donc, comme vous voyez ici, nous on passe du leurre à l'étape de lune de miel, donc de conditionnement et de jeu, puis à la manipulation jusqu'à l'exploitation. Donc, tout est là dans cette description. Maintenant, lorsque nous pensons à comment fonctionne la traite de personnes et ce que nous pouvons faire. Nous pensons bien souvent que cette personne a besoin de traitement et d'évaluation du trauma et de thérapie et nous pouvons faire toutes ces choses pour elle, mais c'est généralement, ce dont les personnes ont le plus besoin est très bien illustré ici par la pyramide des besoins de Maslow, c'est-à-dire que nous devons commencer par des besoins élémentaires, les besoins physiologiques, un endroit où se reposer, où loger, au chaud, avoir de l'eau et de la nourriture. À partir de là, nous pouvons commencer à construire, une fois que ces besoins élémentaires sont respectés. Mais je sais que une personne qui est sans abri n'est pas prête à rentrer dans une étape d'évaluation psychologique. Elle a besoin tout d'abord de répondre à ses besoins élémentaires, de sécurité. Et d'ailleurs, même si nous voulons commencer à les traiter le plus tôt possible, ils doivent tout d'abord manger à leur faim et avoir un toit où loger. Maintenant, les statistiques que je partage avec vous sont un peu dépassées, vieilles, et ce n'est que la pointe immergée que ce que nous pouvons voir ou évaluer. Il y a eu une élévation très importante entre 2013 et 2014 du nombre de cas, une augmentation très importante comme vous pouvez le voir, notamment parce que la traite de personnes non parce que la traite de personnes devenait plus commune ou normale, mais parce que nous pouvions la détecter de mieux en mieux. Donc la dynamique a un peu changé à partir de cette date. Maintenant,
les chiffres sont quand même très élevés. 16 000, nous pensons que 16 000 Canadiens sont victimes de la traite de personnes au Canada. 71% de tous les cas sont liés à l'exploitation sexuelle au sein du Canada, du territoire national. Donc, vous avez vu ce film qui s'appelait Taken, où une fille était emportée dans un autre pays. Eh bien, ici, ces chiffres ne s'appliquent que lorsque les personnes restent au sein du territoire national, ce 71%. Donc généralement, 90% des victimes sont de sexe féminin et 63% sont âgées de 15 à 24 ans. Et c'est véritablement des chiffres très intéressants parce que l'on voit ainsi la trajectoire normative. Euh, c'est, euh, on voit que c'est un âge idéal euh, la, pour convaincre, pour essayer de contraindre les jeunes filles. Exactement. Donc les facteurs de risque sont ceux que vous devez vous attendre, n'est-ce pas? Euh, Tout ce qui place l'individu en état de risque ou le rend vulnérable sont des facteurs de risque. Donc la pauvreté, les antécédents de violences physiques et sexuelles. Très souvent, nous voyons des antécédents de famille dysfonctionnelles, des cas de personnes transgenres ou LGBTQ, avec des problèmes de toxicomanie ou des troubles d'apprentissage et de comportement. Bref, tout ce que vous, généralement, pouvez déjà imaginer constitue des facteurs de risque. Et d'ailleurs, il y a plusieurs années de cela, lorsque nous avons commencé à parler de la traite de personnes, généralement, on demandait des informations comme comment vous appelez-vous et où vivez-vous, mais véritablement, nous pouvions voir que toutes ces vulnérabilités étaient vraies. Les trafiquants cherchent ce genre de risque pour justement trouver des personnes dont le développement cognitif et d'apprentissage est le plus faible ou en risque. Maintenant, les obstacles que nous pouvons trouver pour l'aide, même si nous nous améliorons année après année, euh, généralement, la plupart des personnes sont en situation de traite ont essayé de trouver de l'aide et pourtant n'ont pas toujours été identifiées. Donc, nous devons continuer à travailler sur cet aspect. Le problème, c'est que très souvent, les victimes ne se considèrent pas comme telles, ce qui est véritablement très important. Et puis, il y a un manque de confiance dans le système qui représente un obstacle, de honte, ou le fait que le système doit être un peu plus souple pour s'adapter à tous les différents types de trafic et de traite. Euh, Comme les horaires, par exemple, il n'est pas toujours facile de répondre aux besoins de ces personnes aux horaires et aux heures où ils en ont besoin. Donc nous devons être flexibles et souples en termes d'horaires et de besoins de ce que nous devons leur fournir. Maintenant, les barrières culturelles sont vraies également, ainsi que les barrières linguistiques. Il s'agit souvent de personnes qui ont eu des mauvaises expériences par le passé, que ce soit dans le domaine que ce soit envers la police ou la protection des enfants ou les soins de santé, et tout cela rentre en compte lorsque ils décident ou pas de parler de leur expérience de traite. Euh, et ils peuvent également penser que personne ne peut les aider vu qu'ils ont eu des expériences négatives par le passé avec ces différentes instances. Donc,
pour poursuivre sur ce sujet, il est rare que nous voyions des personnes qui nous disent, voilà, je suis ici parce que j'ai été victime ou je suis victime de traite de personnes. Généralement, ce sont des individus qui viennent pour des questions de santé, parce qu'ils ont été agressés sexuellement et à partir où ils étaient blessés physiquement, et c'est à partir de là que que ce soit également parce qu'ils sont inquiets, les jeunes filles sont inquiètes de savoir si elles sont enceintes ou non, si elles ont si elles ont des maladies chroniques, si elles peuvent venir également pour des questions de surdose ou de crise, une situation de crise en santé mentale. Donc, à partir de là, nous allons réaliser une évaluation qui va nous permettre d'avoir un peu plus d'informations et afin de pouvoir déterminer si la personne a été victime de traite ou non. Très bien. Donc, d'autres indicateurs qui peuvent vous aider à déterminer si la personne est victime de traite de personnes sont un peu plus subtils, mais tout de même reflètent particulièrement les différentes situations de traite de personnes, et notamment celui dont nous venons de parler au début de ce webinaire, mais tout de même reflète particulièrement les différentes situations de traite de personnes, et notamment celui dont nous venons de parler au début de ce webinaire. Donc la patience est accompagnée par exemple d'une personne autoritaire, adulte ou père, mâle ou femelle, où la personne est accompagnée par un adulte sans lien de parenté, c'est possible également. Ou si une personne vient vous consulter et que vous voyez que d'un rendez-vous à l'autre, elle fournit des coordonnées changeantes. J'entends par là leur adresse ou même leur âge évolue d'un entretien à l'autre. Cela peut être également des individus qui ont du mal à raconter des faits, qui semblent désorientés parce qu'ils manquent de... les enfants ou jeunes adultes qui nous consultent généralement ont réalisé des visites fréquentes au service des urgences. Généralement, c'est leur principale source de traitement médical. Il peut également s'agir d'enfants qui sont tatoués, de tatouages sexuellement explicites, comme des gangs. Et dans notre cas d'ailleurs, le petit ami lui avait proposé de réaliser un tatouage d'une couronne parce qu'elle était sa reine. Et donc, le tatouage fonctionne ici comme un souvenir constant et qui peut également donner une idée de relation permanente, puisque le tatouage est permanent et cela peut être bien vu par la victime. Et l'idée également que tu m'appartiens et je veux que tu te souviennes de moi. Tu m'appartiens et je veux que tu te souviennes de moi pour toujours. Et oui, et je pense également à ce sujet que certains de nos collègues, je ne peux pas dire que c'est un cas qui a tout le temps lieu, mais des fois, des personnes vous recommandent des tatouages en disant que c'est un soutien, une aide thérapeutique, mais il faut faire attention au type de tatouage. Donc généralement les jeunes femmes qui viennent ne connaissent même pas leur âge. Il y a une déconnexion totale entre comment on les voit et leur véritable âge. Vous savez, c'est des personnes qui viennent très bien habillées, avec beaucoup de maquillage, et soudain, elles reviennent nous voir et elles ont un nouveau numéro de téléphone. C'était ce que je vous mentionnais également, ce qui concerne les coordonnées changeantes. Donc, voilà un peu le type de profil
Maintenant, il est toujours difficile d'identifier ces personnes lorsque l'on voit que 90% des victimes ont eu accès à des soins de santé et lorsque les survivants nous disent que quelqu'un m'a posé la question, mais ce que nous voyons très souvent, c'est que la protection des enfants ou la police ont eu en main des preuves possibles de traite de personnes, mais il n'est pas toujours facile de les analyser correctement et nous allons revenir sur ce sujet plus tard. Donc, voilà pourquoi nous vous souhaitons passer à présent à l'approche possible. La honte chez ces personnes est véritablement très importante et la consommation de drogue et d'alcool les freine aussi à parler de la traite ou les empêche de voir ou empêche les entités qui pourraient les aider de voir qu'il s'agit également de traite. Donc, passons à présent à l'approche. Nous avons été formés et nous essayons toujours d'établir les limites de la confidentialité puisque la confiance est clé envers cette population. Nous devons être certains qu'il n'y ait aucune idée de la part des victimes que nous allons divulguer des informations et il est donc très important que la personne se sente en confiance. Maintenant, si quelqu'un doit être dénoncé, eh bien, il ne faut pas non plus que ce soit une surprise pour ces personnes. Il est important d'avoir une discussion avec elles pour que les personnes se sentent en confiance, leur dire qu'elles sont en sécurité et librement. Donc maintenant, la conversation sur les antécédents et l'examen physique peuvent déclencher de l'anxiété et des troubles émotifs en fonction de leurs antécédents. Donc, je ne dis pas que nous le faisons à chaque fois, mais parfois, je leur dis qu'étant donné les antécédents et les traumas, les personnes doivent être prêtes à ce qu'un examen physique soit perçu comme intrusif. Et je leur explique que nous savons exactement ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Donc, je les prépare juste, nous les préparons à ce que parfois ce soit un peu difficile. Maintenant, réaliser ces examens avec l'adolescent seul, l'adolescente, est très important et cela fournisseur de soins ou au père. Donc très souvent, nous leur demandons comment proposer cela aux adolescents. Eh bien, généralement, dès le début, je dis que je vais avoir besoin de passer du temps seul avec cet adolescent et que je le fais très souvent avec cette adolescente. Très souvent, elles viennent avec leurs parents, mais pas toujours. Et même pour un examen physique, nous voulons un parent sur place, une mère, mais nous voulons être sûrs également que l'adolescente est d'accord avec ça et qu'elle nous a donné son accord sans la présence du parent ou du père. Donc, nous voulons également être sûrs de pouvoir les aider, les soutenir et de déterminer qui véritablement est la personne qui va pouvoir les aider, les soutenir et de déterminer qui véritablement est la personne qui contraint cette victime afin d'être sûr que cette personne ne soit pas dans la salle. Donc, nous prenons des approches pratiques et réalistes afin d'obtenir plus d'informations sur le traumatisme et comment réduire les méfaits,
puisque très souvent, ces enfants, ces jeunes ont rencontré des praticiens qui n'étaient pas forcément suffisamment souples, et donc ils vont disparaître pendant des mois, puis revenir soudain et disparaître aussi rapidement. Donc nous essayons de faire de notre mieux pour les aider, être souples et les soutenir, et également euh, travailler sur l'importance cruciale de la sécurité, tant pour nous que pour les victimes. Si vous comprenez que les trafiquants, se trouvent, ou certaines personnes se trouvent sur place, eh bien la victime ne va pas pouvoir parler aussi facilement. Oui, et à ce sujet, le cas précédent, eh bien, dans le cas que nous avons évoqué au début de ce webinaire, le petit ami était présent, mais elle ne l'a pas identifié comme quelqu'un responsable de la de, euh, de- comme de traite de personnes. Elle ne se sentait pas victime de cette personne. Donc petit à petit, nous avons travaillé sur cet aspect. La jeune fille avait également certaines MST, donc elle ne voulait pas que son petit ami le set créatif dans la manière dont vous allez traiter la jeune fille et lui fournir les médicaments, mais cela peut fonctionner. Très bien. Donc, voici quelques stratégies d'engagement thérapeutique. Nous avons essayé de créer des bons rapports. Tout d'abord, c'est indispensable avec tous nos patients, mais il faut véritablement faire attention à ne pas aller trop vite et avancer à une vitesse où l'on peut véritablement établir d'excellents rapports. Maintenant, il faut également commencer avec la personne là où elle se trouve. Cela paraît évident, mais si une personne vient juste pour une analyse, eh bien, il faut commencer de là. Et maintenant, si la personne nous demande d'avoir rendez-vous dans un café, nous pouvons y aller, mais il faut faire attention également avec ces aspects. Maintenant, nous devons également prendre des mesures de soutien intégrées à chaque niveau, en fonction de chaque euh, adolescente ou jeune fille, et pensez chaque séance comme si c'était la dernière chance pour aider cette personne, parce que notre approche devient ainsi véritablement plus précise. Nous pouvons aider, au moins si nous pouvons répondre à ses besoins, aux besoins primaires pour lesquels elle est venue en matière de santé, eh bien, avec un peu de chance, elle reviendra pour une autre consultation. Donc, il faut aussi qu'elle voit les fournisseurs de soutien comme quelqu'un en qui elle peut avoir confiance et sur qui elle peut s'appuyer. Ensuite, l'empathie et les attitudes sans jugement et fondées sur des rapports établis. Validation et création d'un aspect sécuritaire est très important. Ne pas faire de promesses que l'on ne peut tenir. Il est bien mieux de dire je ne suis pas certaine que l'on puisse le faire plutôt que de dire nous allons le faire et ensuite ne pas tenir sa promesse. Je dis souvent oui, alors je vais voir si c'est possible. C'est généralement la phrase que j'utilise. Je vais faire de mon mieux. Euh, donc ensuite, ces enfants sont experts en ce qui concerne leur santé. Donc il faut justement, il faut leur rendre le contrôle sur leur santé, plus exactement. Rendre le contrôle sur leur santé, plus exactement. Et leur donner une impression de contrôle et d'autonomie. Oui, parce que
il est important de s'adapter à ces jeunes et de voir à quoi nous devons répondre session après session à leurs besoins fondamentaux, comprendre et occuper les 15 premières minutes de la consultation à déterminer ses besoins. Cela va être bien plus efficace qu'il s'agisse d'une consultation qui soit uniquement basée sur l'aide aux besoins élémentaires, ou si nous pouvons passer à une autre étape et répondre aux besoins psychologiques. C'est très important de pouvoir déterminer ces deux aspects. Puis, il est important que les jeunes et adolescents se créent une identité complète en lien avec la traite de personnes. Nous voulons leur donner la possibilité d'avoir une identité au sein de notre système de soins qui ne soit pas 100% concentrés sur leur identité en tant que victime de traite de personnes. Nous voulons aller au-delà de ça et il est important de le faire. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte lors de la consultation. Maintenant, je vais passer rapidement sur les diapositives suivantes. Je ne pense pas que ce soit quelque chose d'une grande surprise pour vous, mais ce sont des aspects importants à signaler dans les antécédents médicaux, les immunisations, médicaments, allergies. Est-ce qu'ils ont un fournisseur de soins de santé habituel avec qui que nous pouvons contacter, les antécédents de lésions et d'agressions physiques, des antécédents de santé sexuelle et mentale, traumatisme. Donc, voici le cadre de l'évaluation que nous réalisons généralement. Et en fonction des réponses, eh bien, je vais ensuite me concentrer un peu plus sur certains aspects. Mais lorsque je vois la patiente pour la première fois, eh bien, je vais peu à peu compléter les différents aspects qui sont maison, éducation, alimentation, activité, drogue, sexualité, école et suicide. Donc encore une fois, une approche flexible en fonction de la personne. Maintenant, quelles sont les principales questions, quelles sont d'autres questions que vous pouvez poser? Eh bien, voici quelques-unes. Est-ce que on vous a déjà demandé d'avoir des relations sexuelles en échange d'une chose que tu voulais ou dont tu avais besoin, comme de l'argent, de la nourriture, un abri ou autre? On pense généralement à de l'argent, mais si la personne n'a pas d'endroit, peut être également des objets d'échange, d'échange. Maintenant, est-ce qu'on t'a déjà demandé d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un ou a-t-on déjà pris des photos sexuelles de toi ou publié ce genre de photos sur Internet? Voici d'autres questions qui peuvent être pensées. Maintenant, autre point qui peuvent permettre de dépister rapidement des situations de traite. Lorsque la jeune personne a eu des antécédents de consommation de drogue ou d'alcool, s'est-elle déjà enfuie de la maison? A-t-elle déjà été aux prises avec les forces de l'ordre? A-t-elle déjà eu des os brisés ou perdu connaissance à la suite d'un traumatisme ou subi une blessure grave? A-t-elle déjà eu une maladie sexuellement transmissible ou a-t-elle des antécédents d'activité sexuelle avec plus de 5 partenaires? Maintenant, l'évaluation médicale, il est important de considérer une blessure grave. A-t-elle déjà eu une maladie sexuellement transmissible ou a-t-elle des antécédents d'activité sexuelle avec plus de 5 partenaires? Maintenant, l'évaluation médicale, il est important de considérer que si la personne a été sexuellement agressée, il va falloir réaliser des tests de grossesse, prendre note des lésions aiguës et antérieures, réaliser des tests de MST, de dépistage toxicologique, réaliser des traitements donc de contraception, de prophylaxie liée au MST et à la grossesse, également à la contraception. Et l'immunisation importante également, surtout. Et puis penser en termes de santé générale, globale de la patiente, de santé mentale et dentaire. Maintenant, en ce qui concerne les effets que j'ai eu l'autre jour avec quelque chose sur son bras, elle ne voulait pas nous dire ce que c'était et elle nous disait qu'elle s'est brûlée avec une cigarette
Des cas de brûlure intentionnelle ou accidentelle peuvent être des signes, mais également de marquage, de tatouage ou autres signes délibérés ou permanents de propriété. Nous n'avons pas vu beaucoup de traumatismes contendants ou de blessures, d'armes à feu ou de couteaux, mais cela peut être le cas également. Pensez à des lésions causées par la strangulation, fractures, lésions aux dents et à la cavité orale, lésions cérébrales traumatiques, neuropathie et autres effets de la torture, et surtout des cas de cicatrices provenant notamment de blessures antérieures non soignées. Et d'ailleurs, certaines fois, les patients ne se rappellent pas exactement comment ces blessures ou ces lésions ont eu lieu parce qu'ils étaient sous l'effet de l'alcool ou de drogue. Et donc, vous allez seulement recevoir une partie de l'histoire en général. Mais lorsque vous voyez ces résultats, les impacts, eh bien, essayez de créer un puzzle et de rassembler l'histoire dans son ensemble. Maintenant, passons à la diapositive suivante sur les effets sur la santé reproductive. Il peut y avoir des traumas sur les parties génitales, des grossesses non désirées et répétées. Vous pouvez voir des cas d'avortement forcé ou d'avortement, tout simplement. Des complications liées à des avortements répétés ou mal exécutés, et puis des maladies sexuellement transmissibles. Et dans notre cas, la patiente du début du webinaire voulait avoir un enfant avec ce partenaire. En dépit du fait qu'elle s'est rapidement rendue compte qu'elle était de nouveau dans une situation de traite des personnes. Eh bien, elle est tombée enceinte et son enfant est née alors qu'elle consommait de la drogue, malheureusement. Maintenant, voilà certains effets qui peuvent avoir lieu sur le développement également. Cela peut générer un retard sur le développement physique et cognitif, un retard de croissance et de carences vitaminiques et autres conséquences de la dénutrition chronique parce qu'elles n'ont pas suffisamment à manger, alors que le premier point, le développement physique et cognitif, peut être également dû à consommation de drogue ou d'alcool. Et puis, nous pouvons voir également que la personne devient de plus en plus fragile semaine après semaine pendant nos consultations. Dans ce cas-là, on peut essayer d'avoir accès à des aliments nutritifs pour la patiente. Il peut y avoir des cas également de difficulté à avoir confiance et des aptitudes sociales déficientes, et puis des effets à long terme de traitement incorrect de maladies d'enfance communes. C'est également un facteur. Enfin, il y a un large éventail de séquelles mentales qui puissent des crises de panique, des perturbations du sommeil, des troubles dissociatifs, des dépressions, idéations suicidaires, toxicomanie. Mon expérience avec des patientes et des adolescentes victimes de traite de personnes, eh bien souvent, elles avaient toujours des cas de toxicomanie ou d'addiction d'alcool, et elles se sentaient toujours jugées. Elles pensaient qu'elles ne pouvaient pas avoir accès à des soins ou être considérées sérieusement par des fournisseurs de soins en raison de ces addictions. Maintenant, lorsqu'on parle d'intervention thérapique, j'aimerais également rappeler à tout le monde que les techniques qu'ont les enfants et les jeunes pour faire face à toutes ces situations, eh bien, il est important que ces techniques qu'ils mettent en place ne soient pas suffisantes pour que véritablement ils deviennent indétectables. Donc il est important de pouvoir réduire les symptômes, de pouvoir les déstigmatiser, consolider l'estime qu'ils ont, et le fait qu'ils ne voient
Et cela passe également par le fait d'aller au-delà de leur identité en tant que victime de traite de personnes au sein de pendant la consultation. Nous devons aller au-delà pour restaurer une nouvelle identité afin de prévenir également de futurs abus en leur montrant petit à petit qui ils sont et relier leur expérience à un autre modèle et afin également qu'ils aient plus confiance dans notre système et qu'ils puissent reconnaître ces points vulnérables en eux. Donc également, un autre point très important, c'est la terminologie. La terminologie, les mots que nous utilisons. Il est important de connaître le monde de la traite des personnes et le vocabulaire qu'ils utilisent. Donc les soignants doivent utiliser également ces mots et ces termes. Et ce n'est pas la même chose de parler de traite, d'exploitation, de victimisation, lorsqu'on ne pas parler de prostitution, mais de traite ou d'exploitation. Donc ne pas mentionner prostitution, mais être plus précis. Également, lorsque on utilise client ou proxénète, utiliser plutôt délinquants sexuels et trafiquants, pornographie juvénile, des abus sexuels d'enfants. Et faire attention donc à l'emploi, utiliser plutôt délinquants sexuels et trafiquants, pornographie juvénile, des abus sexuels d'enfants. Et faire attention donc à l'emploi de ces termes. Maintenant, lorsque l'on parle de la défense des droits, il est important de comprendre que le système fonctionne comme un ensemble et que il est important que l'enfant sache quel est le rôle de chacune de ces entités, quel est le rôle de la police et des fournisseurs de santé, de soins de santé et comment est-ce qu'ils s'articulent les uns aux autres. Il peut y avoir de nombreux systèmes qui travaillent ensemble pour aider une personne, un enfant, et c'est très important qu'ils comprennent comment cela fonctionne. Tout à fait, en tant que fournisseur de soins de santé, je comprends pour comprendre la dynamique de la traite de personnes, il faut véritablement défier la police, par exemple. Oh, elle a été victime de prostitution. Si on entend ça de la part de la police, il est important de leur expliquer que non, c'est pas exactement ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas que la personne se prostitue, elle est victime de traite et ce n'est pas d'exploitation, ce n'est pas la même chose. Et les victimes qui viennent nous voir généralement sont fatiguées d'entendre ce genre de choses de la part de la police, qui les considère comme des prostituées. Donc, il est important également de développer cela. Maintenant, pour que l'on ait le temps de répondre à des questions, je vais passer rapidement sur le protocole d'intervention communautaire, mais nous venons juste de commencer ce processus. L'idée est de créer, d'élaborer, de mettre en œuvre et d'évaluer un protocole d'intervention communautaire visant à faire face au problème de la traite d'enfants et de jeunes vulnérables pour le commerce sexuel à Toronto, notamment parce qu'il y a beaucoup de fournisseurs de services dans le domaine de Toronto qui offrent des services, mais nous voulons qu'ils puissent communiquer les uns avec les autres parce que jusque-là, il y a beaucoup de redondance où les enfants ne savent pas à qui parler exactement ou doivent répéter leur histoire parce qu'il n'y a pas de communication entre les différentes entités. Donc, il est important que nous puissions tous communiquer les uns avec les autres et être consistants dans le traitement des jeunes qui viennent nous consulter. Donc voilà nos partenaires communautaires multisectoriels. Vous voyez Boost, Children's Aid Society et le différents
centres et hôpitaux également et nous allons chercher à étendre notre réseau par la suite pour qu'il puisse également prendre en compte des personnes au-delà de 18 ans. Donc, nous parlons avec des fournisseurs de services et des experts dans le domaine, avec des fournisseurs de soins également, afin de mettre en place ce protocole. Nous avons créé des groupes de discussion avec les survivants adultes et les pères aidants, et nous réalisons des évaluations complètes afin d'étudier ce moyen, disons cette étude multiméthodologique, d'étudier ce moyen, disons cette étude multiméthodologique. Nous souhaiterions également que ce plan de protocole puisse s'appliquer et être répliqué dans différentes communautés. Donc, nous l'élaborons avec cette vision également. Maintenant, les messages à retenir. Les personnes se définissent rarement comme des victimes parce qu'elles n'identifient pas forcément qu'elles se trouvent dans une situation de traite de personnes. Donc, il est important qu'elles puissent le voir. Et il faut avoir conscience également de la présence possible de l'exploiteur, du trafiquant dans la salle. Les jeunes de tous les milieux sont vulnérables et certains sont plus à risque que d'autres. Il est important également d'avoir une approche axée sur la connaissance du traumatisme et la réduction des méfaits. Cette approche doit être souple. Il est vrai qu'un de notre objectif est également que l'individu ait une expérience positive avec les fournisseurs de soins de santé. C'est véritablement indispensable. Traiter chaque visite comme si c'était la dernière et trouver toutes les ressources locales possibles. Je pense qu'il et quel est le délai pour le développement du protocole? Et c'est 5 années. La réponse est 5 ans. Donc, c'est long, je le sais, nous le savons, mais ce temps tient compte l'évaluation, l'élaboration. Je pense que ça va être ce processus dont que nous avons besoin. Nous espérons pouvoir le réduire, mais pour pouvoir le respecter, mais donc, et le réduire. Très bien. Une autre question. Dans le scénario avec l'ami qui était présente avec la victime et en lien avec le petit ami, eh bien, souvent, nous avons des situations comme celle-ci où le trafiquant est en contact avec l'ami, le trafiquant est en bas et l'ami en contact avec lui est présent dans la salle avec la victime. Il est présent dans la salle avec la victime. Il s'agissait d'une femme, dans ce cas d'une fille, d'une amie, et nous en tant que aide, soignante, et on peut se sentir plus à l'aise puisque c'est une femme, donc on peut partager plus facilement. Mais là, ce qui était très intéressant, c'est que l'amie connaissait tous les antécédents physiques et émotionnels. Et donc, je n'ai pas forcément détecté la possibilité de l'ami en contact avec le trafiquant dès le premier rendez-vous, mais au deuxième, j'ai pu et rentrer en contact plus directement avec la victime. Il reste encore 1 ou 2 minutes pour voir s'il y a plus de questions. Je viens d'envoyer la vidéo à Pearl, donc elle pourra vous le... cette jeune fille a travaillé énormément au soutien des victimes de traite de personnes et c'est véritablement incroyable et elle nous a énormément aidé avec cette vidéo et nous la remercions pour cela. Donc merci à tous de cette opportunité et pour être venus nous écouter. N'hésitez pas à l'opportunité.